monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez probablement déjà que j'adore écouter et découvrir les parcours des entrepreneurs qui ont réussi à lancer une activité à partir de rien et en faire quelque chose qui apporte de la valeur. Aujourd'hui, on découvre ensemble le parcours de Caroline Salvodelli qui est thérapeute énergétique et professeure de yoga. Alors Caroline a un parcours hyper intéressant. Dans cet échange, elle nous parle de comment elle a quitté le salariat pour se lancer en tant qu'entrepreneur, mais aussi de comment elle a réussi à se faire distinguer en tant que prof de yoga et de thérapeute énergétique dans un marché qui vraiment regorge de thérapeutes et de profs de yoga. Caroline nous parle également de son déménagement qui a eu lieu cette année et qui a aussi eu un impact sur son entreprise. Vous en saurez plus dans le podcast. Je vous laisse écouter. Alors Caroline, tu es thérapeute énergétique et prof de yoga. Comment est-ce que tu as découvert ta passion? Est-ce que tu as toujours été prof de yoga? Est-ce que tu as toujours été thérapeute énergétique? Comment ça s'est fait en fait tout ça? Alors, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, puisque ma mère est sophrologue. Donc, de toute petite, avec mes sœurs, on a baigné en tout cas dans le bien-être et le développement personnel. Donc, je savais que je voulais travailler là-dedans. Après, je savais que je voulais soigner les autres. Du coup, je m'étais intéressée aussi au métier d'infirmière, de médecin. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les gens. Donc, du coup, j'ai fait la fac de de psychologie. Et du coup, en parallèle, j'ai démarré la naturopathie, parce que du coup, je suis aussi naturopathe. Et en parallèle de tout ça, comme ma mère est dans l'énergétique, je me suis formée aussi à l'énergétique, parce que ça me plaisait énormément. Je voyais le bien que ça me faisait sur moi quand elle me faisait des soins. Et voilà. Et après, j'ai démarré, quand j'étais à l'école de naturopathie, j'avais une élève qui était avec moi, qui était prof de yoga, donc j'ai fait des cours avec elle. Et puis, à force de pratiquer, au bout de quelques années, j'ai eu aussi envie d'enseigner, parce que ça a vraiment euh, changé ma vie de pratiquer le yoga. C'est vraiment énorme au niveau des bienfaits. Et voilà, du coup, tout s'est fait au fur et à mesure, mais dans le prolongement de mes études. D'accord. Donc, t'as pas fait d'autres métiers que prof de yoga. Non, Donc, ça a non. été toujours. Tu as travaillé pour d'autres, enfin, pour des studios, j'imagine, des écoles, avant de te lancer à ton propre compte? Alors, en me lançant, d'abord, j'étais naturopathe, donc du coup, je me suis lancée en et j'avais quand même un travail salarié parce qu'à la sortie des études, du coup, j'avais pas de revenus comme le chômage, par exemple. Du coup, j'ai quand même eu un travail salarié pendant 2 ans pour avoir un salaire à côté. Et puis après, je me suis lancée vraiment, quoi. J'ai quitté, enfin, le boulot salarié s'est arrêté. Et là, du coup, j'ai travaillé pour moi. J'ai jamais travaillé pour des studios de yoga. J'allais faire des cours dans des salles, mais c'est moi qui réservais les salles, quoi. J'ai jamais été salariée, par exemple, pour un studio ou une école de yoga. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es défini plus comme étant professeur de yoga, naturopathe ou thérapeute énergétique? Comme prof de yoga et thérapeute énergétique, je suis naturopathe parce que j'y ai été formée, mais je l'exerce moins. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'accompagnement psycho-émotionnel des gens. Et du coup, c'est vraiment ça que je fais à travers les soins énergétiques. Donc, c'est vraiment moitié consultation énergétique, moitié cours de yoga. Et comment est-ce que le yoga a transformé ta vie en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entrepreneur? Alors, je dirais que les deux sont liés, puisque quand ça me change au niveau de l'individu, forcément, ça impacte ma personne en tant qu'entrepreneur. Et ça l'a beaucoup changé sur le mental, parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup, réfléchit beaucoup, j'ai mis l'idée à la minute. Donc, et le yoga m'a apporté un calme mental que je trouvais pas avant, que j'avais pas trouvé avant par une autre discipline en tout cas. Donc, alors déjà au niveau physique aussi, ça jouait, mais ça j'ai toujours fait du sport, donc au niveau souplesse, je fais de la danse. Donc, j'avais déjà cette souplesse et tout ça, et puis ce tonus musculaire. Mais c'est vraiment du coup au niveau du mental que ça m'a apporté des bienfaits. Et ça, sur le quotidien, d'avoir les émotions apaisées, aussi au niveau, par exemple, de la colère, j'en avais beaucoup avant, du stress, et puis du coup l'apaisement du mental. Ça a joué, du coup, à titre personnel, mais aussi du coup en tant qu'entrepreneur, je suis plus centrée quand je fais quelque chose. C'est forcément, ça impacte tous les plans de ma vie. Ouais, ouais, absolument. Et à quel moment tu t'es dit, bon ben, le salariat, ça m'intéresse plus,
j'ai envie d'être entrepreneur, avoir ma propre entreprise et dépendre que de moi-même et pas d'un employeur ou de l'État pour les allocs de chômage ou autre. Est-ce qu'il y a Alors, eu un le déclic? salariat, ça m'a jamais attiré. Je l'ai démarré parce qu'il me fallait des revenus en sortant des études et que du coup, j'avais pas de revenus. Et je voulais pas me lancer en ayant le stress de l'urgence de faire de l'argent. Je voulais surtout pas ça. Mais du coup, ça ne m'a jamais intéressée. Et je voulais même partir du coup au bout de 2 ans de l'entreprise pour me lancer à mon compte pleinement. Mais justement, comme j'avais des peurs encore vis-à-vis de l'argent, je me suis dit si je démissionne, j'aurais pas de filet de sécurité. Et puis finalement, comme la vie nous apporte toujours ce qu'on rêve au fond de soi, j'ai été licenciée alors que je m'y attendais pas du tout. Et du coup, voilà, la vie m'a dit, allez, T'avais plus va, c'est d'excuses bon. en fait. T'avais plus d'excuses. Est-ce que tu as eu des Ouais. doutes au début quand tu avais reçu ta lettre de licenciement? Est-ce que tu t'es dit, bon, bah, peut-être que je devrais chercher un autre boulot? Ou tu t'es dit juste après, bah, c'est l'occasion ou jamais, il faut que je me lance à mon propre compte? Non, j'ai pas eu de doute. Je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Il Mm. faut que je me lance. Là, clairement, la vie me dit, c'est le moment, quoi. Prends le risque. Du coup, non, j'ai pas eu de doute de rechercher un autre boulot salarié. Je voulais surtout pas. Donc, après, je suis issue d'une famille où mes parents sont entrepreneurs. Donc, je pense que j'ai vu le mode de vie qu'on peut avoir quand on est entrepreneur. On fait ce qu'on aime. On est libre de son emploi du temps. Et je pense que mes deux sœurs et moi, on est toutes entrepreneuses. Et du coup, je pense que clairement, nous ne sommes pas intéressés par le salariat. Et puis dans le salariat, ce que j'aime moins, c'est qu'il faut vraiment trouver, c'est rare, je ne suis pas contre le salariat, c'est que souvent, on ne peut pas œuvrer avec nos propres règles. Et Mm. parce qu'on est soumise aux règles du patron, de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, c'est ça qui me dérange. Si je trouvais une entreprise qui a les mêmes valeurs que moi et la même philosophie de vie que moi, ça ne me dérangerait pas d'être salarié, si c'est Mm. pour œuvrer à ce qui a du sens pour moi. Mm, mm, mm. Donc, quand tu as quitté le salariat, tu n'avais pratiquement pas de clients. Alors, comment tu as fait pour construire une base de clientèle, te faire connaître et puis te construire aussi une image de marque? Est-ce que tu as établi un plan d'action et si oui, quelles étaient ces actions que tu as pu mener? Alors, j'ai pas trop établi de plan d'action parce que bon, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Du coup, je connaissais pas du tout tout ce qui était stratégie ou marketing ou quoi que ce soit. Mais je me suis beaucoup renseignée sur Internet et du coup, bah, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux. J'ai fait des pages pro sur Instagram, Facebook, LinkedIn, par exemple. J'ai créé un site Internet de suite. Je me suis dit bon, il faut que j'ai une visibilité, une vitrine. Donc de suite, j'ai créé un site. Et puis après, j'ai fait bon, des erreurs que je ne referai pas, mais j'ai fait des flyers que j'ai distribués et des cartes de visite. Et puis après, je me suis inscrite sur des annuaires, par exemple, comme Medoucine, annuaire thérapeute, sur lequel il y a des thérapeutes voilà, qui sont recensés. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Donc, j'ai prévenu mon entourage, la famille, les amis. Et puis, j'avais la chance d'avoir créé un blog 1 an ou 2 ans auparavant qui marchait bien, qui avait super bien démarré. Du coup, j'avais toute une base de réseau clientèle par une newsletter. Donc, bah, du coup, j'ai pu communiquer là-dessus aussi. Et voilà, après, ça s'est mis en place au fur et à mesure. C'est long, hein, c'est le bouche à oreille. L'image de marque, l'expertise de savoir que la personne est bien, qu'on peut la recommander. Ça a pris du temps, mais voilà. Mm. Mais raconte-nous par exemple ta première commande ou ta première réservation pour un cours, une consultation. Comment ça s'est passé? Alors, c'était une consultation que j'avais et j'étais hyper stressée. J'étais ultra stressée. C'était la première fois que je recevais dans mon cabinet, donc j'avais pris un cabinet. Mm. La dame, je pense qu'elle l'a senti un peu. Elle m'a dit, mais je suis pas votre première patiente. J'ai dit, non, non, vous inquiétez pas, parce que je me suis dit, bah, il faut assurer l'image, justement, comme tu en parlais. Mais j'étais très stressée, même si j'avais confiance en mes capacités, je savais que ce que je faisais, c'était bien. J'avais quand même le stress de la première fois. Et puis après, bon, depuis le temps aussi, j'ai travaillé, mais j'avais de l'illégitimité, j'avais des peurs dont je me suis libérée. Voilà. Mm, mm. Et comment tu as pu réussir à décrocher ce premier client? C'était du bouche à oreille ou c'était via les réseaux C'était sociaux? par le site internet. Par le site internet, la personne, j'avais fait en sorte de bien être référencée. Donc, du coup, la personne, quand elle tapait naturopathe, à l'époque, j'étais à Sifour-les-Plages, et dans le Var, du coup, elle a tapé naturopathe Sifour. Elle m'a dit, ah, bah, je suis tombée sur vous directement, j'ai accroché, et voilà, j'ai pris rendez-vous.
Moi, c'est vrai que ton site, il est très agréable. J'aime bien y naviguer dessus. Je ne sais pas si c'est le même que tu avais avant, mais en tout cas, celui-là, il est très agréable. Ça donne envie d'y rester, au fait. Ah, merci. Des bonnes vibes. D'ailleurs, je vous invite à aller le regarder. Tu peux partager le lien avec les auditeurs. C'est quoi le lien de ton blog? Ouais, c'est Carole. Alors, le blog, c'est www.lespetitsplairsdelavie.fr. Voilà. Et sinon, mon site pro, c'est caroline-savoldelli.com. D'accord, je repartagerai tout ça en description, comme ça sera plus facile pour tout le monde à retrouver. Donc, c'était via ton site web. Est-ce que tu as pu avoir du feedback suite à cette consultation pour que tu puisses un peu peut-être revoir ta façon de faire ou même ta tarification? D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Comment tu as pu fixer tes prix et tes tarifs, que ce soit tes consultations ou tes cours de yoga? Alors, j'ai fixé mes tarifs en fonction de ce qui se faisait sur le marché. J'ai regardé les consultations de naturopathie, combien c'était. Et du coup, je me suis alignée. Et puis après, pour le yoga, bon, je l'exerçais pas encore, mais après, par la suite, j'ai fait la même chose. J'ai regardé ce qui se pratiquait sur le marché. Je me suis alignée pareil. Et pour le feedback, du coup, j'avais envoyé le compte rendu par mail, comme on fait dans une consultation de naturopathie classique. Du coup, j'ai eu en retour, bien évidemment, son mail avec le fait qu'elle était contente de tout ce qu'on avait fait, tout ça. Donc, je doutais pas trop de mes consultations parce que j'avais déjà, pendant mes 2 ans de salariat, j'avais fait auprès des amis et de la famille. Donc, j'avais déjà eu les retours sur comment ajuster, les longueurs de compte rendu, par exemple, les longueurs de séance aussi. Voilà, ça m'avait permis de déjà bien préparer pour les clients que je ne connaissais pas. Et tu as parlé tout à l'heure le fait que tu aies accueilli ta première patiente dans un cabinet. Est-ce que tu as investi dans la location d'un cabinet ou c'était chez toi? Enfin, comment tu t'es arrangé pour avoir des locaux? Ouais, j'ai investi dans la location d'un cabinet. Et à l'époque, enfin, ça n'aurait pas été possible de faire chez moi. Mais du coup, je me suis dit, c'est important qu'il y ait un cadre voilà, qui soit beau, bien décoré, que les gens rentrent, il y ait une salle d'attente. Je trouve que ça contribue justement à l'image de marque dont tu parlais tout à l'heure. Donc oui, j'avais investi dans un cabinet. J'avais loué 15 jours par semaine. Au moins, je m'étais dit, je rassemblerai les consultations si j'en ai pas beaucoup. Mais en effet, et ça aujourd'hui, c'est un truc que je trouve très important pour l'entrepreneuriat. Il faut investir si on veut des résultats sur soi et sur l'image de son entreprise. Mm. Alors, comment ça se présente aujourd'hui ton business model? Est-ce que tu vends, voilà, tu proposes des services, on va dire ça plus, de manière plus sympathique. Tu proposes des services de consultation, des cours de yoga. Est-ce que tu as des produits physiques ou peut-être digitaux que tu vends également? En fait, quel est ton business model? Alors, avant, je faisais beaucoup de produits physiques, de consultation par exemple en présentiel. J'ai beaucoup déménagé et bougé. Et là, je me suis rendu compte des limites du présentiel et de toujours devoir refaire le réseau là où on se trouve. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai passé beaucoup l'activité en ligne. Donc, je propose des cours de yoga en ligne, en collectif, des cours de hatha yoga, des cours pareils en ligne, en individuel de hatha yoga. Je fais aussi le prénatal et le postnatal pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, en ligne, pareil, en visio. Donc, j'ai même des anciennes élèves que j'ai accompagnées, par exemple, pour leur première grossesse et qui, du coup, me suivent maintenant et peuvent faire la visio parce que j'ai déménagé de là où j'étais avant et qui font, du coup, leur deuxième grossesse ou leur troisième grossesse en ligne avec moi. Et je propose aussi les soins énergétiques, pareil, à distance. Et j'ai aussi les stages et séjours que je propose autour de l'énergétique, du bien-être et du yoga, des retraites de yoga, tout ça, en France et à l'étranger. Ça, c'est en présentiel. Ouais, ça j'avais vu que tu avais prévu un stage fin septembre, il me semble, et en novembre, Novembre, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Tu peux en parler. c'est ça. Oui. Alors, le Maroc, du coup, c'est une semaine entière, du 12 au 19 novembre. Et on fait 4 jours de trek dans le désert, donc complètement déconnecté, sans réseau téléphonique. Et ensuite, on fait 3 jours en hôtel à Ouarzazate. Et donc, tous les jours, il y a du yoga, que ce soit pendant le trek dans le désert et à l'hôtel à Ouarzazate. Quand on est à l'hôtel, on fait une partie plutôt découverte et touristique. Et les 4 premiers jours, c'est vraiment déconnexion, retraite
transformatrice. Et voilà, il reste 4 places pour atteindre le groupe de 12. Et voilà, c'est magique. Je n'ai pas de mots pour décrire cette expérience parce que je manque souvent, mais ceux qui la font en ont plus. Le désert, c'est waouh. C'est très transformateur. L'absence de connexion avec le reste du monde fait énormément, permet une introspection qui est immense par Mm, rapport à une retraite classique. mm, mm. Et tu connais le Maroc et particulièrement cette région du Maroc? Oui, j'ai déjà, c'est la deuxième édition là, du séjour, je l'ai déjà fait l'an dernier et j'étais déjà allée au Maroc dans le désert. Et c'est vraiment, les énergies du désert sont très puissantes. On peut même, l'année dernière, je suis revenue malade, tellement au niveau énergétique, ça a bougé. Mais voilà, c'est très puissant. Waouh, waouh. Je vais en parler à ma maman, on ne sait jamais qui s'est intéressée. Mais couper le téléphone pendant 4 jours, je pense que ça va être compliqué pour elle. C'est un challenge. Ouais, un vrai challenge, effectivement. Alors justement, parlons de soins énergétiques. Tu as dit que tu en faisais aujourd'hui essentiellement sur Internet, donc à distance. Est-ce que ça fonctionne même à distance? En fait, il faut pas vraiment être au contact de la personne devant soi, ou est-ce que finalement, même sur Internet, on peut transmettre de l'énergie, des vibes et aider à soigner des gens? Oui, la distance fonctionne très bien. Alors moi, je l'expérimente depuis toute petite, justement, avec ma mère qui fait des soins énergétiques. Et quand j'étais malade, bah, chez une copine ou ailleurs pour mes études, elle me faisait tout à distance. Donc, c'est quelque chose qui marche très, très bien. L'effet est vraiment le même qu'en présentiel. Et aujourd'hui, en plus, donc à l'époque, je faisais des soins où je plaçais les mains sur les personnes, par exemple, en présentiel. Aujourd'hui, je me suis enrichie d'un autre outil que je peux utiliser à distance et où j'ai pas besoin de la personne devant moi. C'est le pendule avec la radiesthésie. Et là, on peut déprogrammer des croyances limitantes, déprogrammer des mémoires. Du coup, la personne n'a pas vraiment pas besoin d'être avec nous. Du coup, je fais les deux, de l'envoi d'énergie, de l'envoi de good vibes, comme tu dis, c'est de l'envoi de énergie universelle, l'énergie d'amour et de guérison. Et je fais aussi toute la partie au pendule pour déprogrammer, nettoyer aussi, le nettoyage énergétique. Et tout se fait à distance. Il n'y a pas besoin que la personne soit là devant. Les effets sont vraiment identiques. Et tu as quel type de clientèle et sans parler bien évidemment de leurs détails, mais quelle est la problématique qui revient le plus souvent que tu remarques auprès de ta clientèle? Alors, clientèle principale, c'est les femmes. De toute façon, en 8 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu 2 hommes. Vraiment, donc la vie ne m'envoie pas d'hommes. Donc, que des femmes. Et je dirais entre 25 et 45 ans. Et la problématique principale, c'est souvent le stress, une surcharge, burn-out, stress, fatigue mentale, surcharge professionnelle. Voilà. C'est cette grosse partie qui se rassemble d'ailleurs, hein, qui est tout ensemble. Mais Mm, ouais. Y a pas, j'ai pas forcément de pathologie, par exemple, mais ou alors le stress entraîne des pathologies, des blocages de dos, des entorses aux chevilles. Mais sinon, la problématique principale, c'est la fatigue, grosse fatigue suite à un surmenage. mm, mm. Et tu penses que c'est une tendance ou enfin, c'est du cas par cas? Ou est-ce que c'est dû à notre époque, notre mode de vie aussi, tu parlais de femmes, les femmes qui sont partagées entre 1000 tâches, 1000 responsabilités, que ce soit au niveau professionnel que personnel, qu'à la maison. Donc, est-ce que c'est tout ça ou est-ce que c'est des choses bien précises, enfin, ou du cas par cas? Je pense que c'est clairement dû à notre époque, comme Mm, tu le dis. Je pense qu'aujourd'hui, la femme doit assumer la vie familiale, les enfants, le travail. Bon, alors, il y a beaucoup de maris qui aident de plus en plus, mais il y a aussi beaucoup de femmes seules parce que oui, il y a des couples qui se séparent alors que les enfants sont en bas âge. Et donc, elles se retrouvent toutes seules à élever les enfants quand elles ont la semaine où elles les gardent. Donc, je pense que c'est aussi dû à notre époque. Et puis, il y a un stress de la société avec, même les réseaux sociaux en font partie. Mais voilà, il y a un culte de la perfection sur les réseaux sociaux qui pousse à toujours être parfait. On voit des comptes où les gens, même les femmes ont l'air d'être épanouies enfin, personnellement, familialement parlant, professionnellement, de réussir, d'avoir du succès. Et en parallèle, la maison est toujours bien rangée, les enfants bien coiffés. Je pense que ça pousse beaucoup de femmes à chercher cette perfection et être un peu dans cette petite roue du hamster qui tourne tout le temps. Et après, la surcharge arrive du jour, enfin, elle s'insinue progressivement.
et un beau jour, le corps ne suit plus. Mm, Donc je pense que c'est clairement l'époque et la société qui poussent à ça. Il y a 20 ans ou 40 ans, je pense qu'il y avait beaucoup moins de sources de stress. mm, mm, Et puis l'alimentation qui est de plus en plus transformée et industrielle, qui du coup favorise le stress sur le plan physique. C'est voilà, les ondes électromagnétiques, c'est toute l'époque actuelle. mm, mm, mm. Et toi, dans tout ça, il me semble qu'il y a énormément de professeurs de yoga et de thérapeutes énergétiques. Comment tu arrives à te distinguer des autres pour qu'on puisse venir vers toi et réserver une séance avec toi? Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ça, justement, c'est les dernières années, sur ce qui faisait mon unicité, j'aime bien dire, mais chacun est unique et justement, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres. Et c'est ce que je suis moi, en tant que Caroline. Et alors, moi, j'aime beaucoup déjà mettre de la joie dans mes séances. J'aime pas que ce soit lourd et sérieux et grave, et on peut ne pas aller bien et c'est OK. Mais du coup, je suis là, moi, j'aime bien justement distiller ma petite joie et mes petites paillettes. Et dire que ça va aller, et puis même faire des petites blagues. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'ai bien défini depuis ces dernières années, c'est vraiment la joie qui est au centre de mon activité. Mhm. Et même dans le yoga, par exemple, dans les cours de yoga, j'aime bien faire des petites blagues. On est sur un tapis, c'est sérieux, ok, on est là pour se recentrer, mais on est aussi là pour se faire plaisir. Et voilà, après la bienveillance, et puis moi j'aime bien aussi bouger les gens, c'est-à-dire je vais pas aller brosser dans le sens du poil et leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Je préfère leur dire ce qui est enfin, ce qui est la vérité, c'est chacun a sa vérité, mais leur dire ce qui est nécessaire, par exemple, de changer dans leur quotidien pour que ça aille mieux. S'ils sont par exemple dans un schéma répétitif qui cause leur fatigue, dire ce qui va être problématique. Et si la personne, elle n'a pas envie de l'entendre ou elle est pas prête à l'entendre maintenant, c'est pas grave si elle revient pas. Moi, je me vexe pas, mais je me dis, cette graine-là, dans 6 mois, 1 an ou 5 ans, elle est toujours là et elle va, à un moment donné, elle germera et elle fera son chemin. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ce qui me rend différente, en tout cas des autres, c'est ma joie, je trouve ma bienveillance et je dis souvent mon dynamisme. En tout cas, tes posts sur Insta transpirent cette joie-là. Je te suis depuis quelques semaines ou peut-être depuis le début de l'été, il me semble. Et donc, je sens toujours cette bonne humeur, cette joie de vivre aussi. Et donc, c'est très, très agréable à regarder. Euh, Merci. Maintenant, comment tu fais en tant qu'entrepreneur de faire des plans, par exemple, de voyage? Comment tu sais que euh, tu pourras atteindre un montant X tel mois, sachant que l'entrepreneuriat, c'est truffé d'incertitudes. On ne sait pas si dans 2 mois, tu vas pouvoir encore décrocher des rendez-vous. Comment tu fais pour jongler avec cette incertitude sur le long terme? Je médite Ça, parce c'est que je n'ai pas de recette miracle pour m'assurer que les consultations arriveront, que le séjour que j'ai programmé va se remplir. Hmm. Donc, bon, je médite pour moi travailler sur mes peurs et mon incertitude. Après, je sais aussi que je fais beaucoup de visualisations positives sur les consultations qui arrivent, les séjours qui se remplissent, les événements que je crée, voilà, qui ont du succès. Donc, je suis beaucoup dans les affirmations positives, la visualisation positive. Donc, pour être dans une énergie d'abondance, que cela continue. Et puis après, je suis aussi prête, je l'ai travaillé en plus cet été parce que j'étais pas du tout prête à retourner au salariat, mais je me suis dit, c'est OK, si tu dois retourner, maintenant c'est OK. Si je dois retourner au salariat pour une petite période, pour un mi-temps, parce que l'argent ne viendra plus, c'est OK. En fait, et c'est pas un échec. J'en parlais l'autre jour d'ailleurs avec un entrepreneur qui a une cinquantaine d'années, qui est l'ex-dirigeant du Club Med. Et il me disait, mais c'est pas, en fait, fermer une entreprise, c'est pas un échec. Ça peut être une bonne décision de fermer une entreprise pour retourner, par exemple, travailler dans une autre entreprise en salariat. Et en fait, fermer l'entreprise, c'est une bonne décision, c'est pas l'échec. Hmm, Donc hmm, voilà, le marché, on peut pas, économique, on peut pas influer dessus. hmm, hmm. Bah, Voilà. effectivement, je suis d'accord avec lui parce qu'être entrepreneur, c'est de savoir s'adapter aux changements dans son environnement. Moi, il y a une boîte que j'ai lancée il y a plus de 15 ans qui aujourd'hui n'a
plus trop de sens. Donc, j'ai dû la fermer parce que les services qu'on proposait sur ChatGPT, c'est en 2 clics, c'est fait, quoi. Donc, des travaux de, par exemple, traduction, de rédaction, oui, aujourd'hui, il y a énormément de compétition. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit s'adapter en fonction du marché. Et s'il le faut, il faut fermer la boîte mais ça veut absolument pas dire que c'est un échec. C'est au contraire, ça peut être une bonne chose pour pouvoir rebondir sur autre chose qui va mener à quelque chose de plus grand peut-être. Mais en tout cas, oui, retourner au salariat, ce n'est pas un échec non plus, hein. Le parcours d'un entrepreneur, c'est pas une ligne droite. Donc, il y a toujours des Mm. rebondissements et il faut pouvoir naviguer entre tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu vis de ta passion? Alors, j'en vivais jusqu'à l'année dernière où j'étais installée dans le Var. Et là, le déménagement en début d'année m'a complètement chamboulée. Du coup, comme mon activité était qu'en présentiel, je l'ai toute complètement perdue. Et du coup, c'est là, je relance l'activité du coup en ligne. Je me suis dit, OK, il faut que je m'adapte différemment parce qu'il y a des futurs déménagements qui sont prévus. Donc, je relance là l'activité en ligne. Donc, à l'instant T, je vais dire que j'en vis pas. Mais j'en vivais du coup l'an passé quand j'habitais dans le sud de la France et que j'avais complètement développé mon activité en présentiel. Là, oui, c'était le cas. Aujourd'hui, du coup, c'est un peu un nouveau départ à zéro pour recommencer, Mhm. qui va demander beaucoup d'adaptation. Mais du coup, à l'instant présent, je dirais non. L'année dernière, oui, mais là, non. Mhm. Mais est-ce que tu es sereine par rapport à ce nouveau départ, sachant que tu as déjà monté ton activité auparavant, et donc là, c'est juste une question d'adaptabilité, De temps. voilà, et de temps, effectivement. Donc, Oui, 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 je suis sereine parce que en plus, tous les outils que j'ai mis en place ces dernières années, je sais que je peux les recommencer. Et puis, je me suis enrichie d'autres outils, d'autres connaissances, d'autres expériences pendant toutes ces années. Donc, oui, je sais que c'est qu'une question de temps parce que c'est un nouveau lancement d'une autre activité. Voilà, mais je suis confiante. super, super. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui ont envie de lancer leur activité, mais qui passent leur temps à cogiter, à douter de leurs compétences, de leur aptitude à réussir dans l'entrepreneuriat? Alors, je dirais de se lancer. Mm. Et en parallèle de leur boulot actuel, s'ils ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, en parallèle de leur boulot actuel, de commencer à lancer leur auto-entreprise. Au moins, financièrement, ils sont sécurisés. Et puis, en fait, de se rendre compte que, en fait, finalement, peut-être au fil des semaines et des mois, ça va se développer et qu'ils vont peut-être pouvoir passer à 50% de leur travail, par exemple, en salariat. Et ensuite, au bout de 6 mois ou un an, quitter complètement leur salariat. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup d'autonomie et de rigueur. Ça, c'est un truc qu'il faut transmettre aussi. Et que si on n'est pas capable de s'autodiscipliner, ça peut être très compliqué. Je pense que c'est pas donné à tout le monde d'entreprendre. Il faut avoir beaucoup d'autodiscipline. Et voilà. Et le conseil aussi que je donne, c'est de se faire accompagner. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'avais 25 ans. Et c'est de croire que j'y arriverai toute seule. Et aujourd'hui, je sais très bien que quand on se fait accompagner, on va 10 fois plus vite. Donc, de prendre un coach en entrepreneur, enfin un coach d'entrepreneur, quelqu'un qui nous accompagne dans cette démarche-là pour s'améliorer, ou alors même un coach en stratégie, ou peu importe le domaine dans lequel la personne veut se lancer, mais de se faire accompagner par quelqu'un qui accompagne les entrepreneurs. Ça, c'est vraiment le conseil, je trouve, à retenir. Très bien. Bon, écoute, merci beaucoup Caroline pour toutes ces informations. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Rappelle-nous un peu tes Insta, je ne sais pas si tu es sur TikTok. Partage avec nous tes coordonnées. Alors, sur Insta et sur Facebook, c'est Caroline Savoldelli, donc Savolde2Li. Et pareil pour mon site internet, c'est tout à le même nom, c'est très facile. Donc voilà, c'est mon prénom et mon nom. Parfait. Très bien. Bon, écoute, merci encore Caroline. Merci à toi. C'est hyper chouette de pouvoir échanger avec toi en direct et pas par mail ni par message Oui. sur Insta. Ça fait super plaisir. Je te souhaite beaucoup de courage dans tes projets, dans tes entreprises et je continuerai à te suivre sur Instagram. Eh ben, moi aussi, merci beaucoup en tout cas. Merci, Caro.